Parce que c'est une course de fond. Et quand des entrepreneurs me disent oui, je veux entreprendre parce que je vais acheter une Ferrari, parce que je veux avoir des vacances, gérer mon temps, ils se trompent totalement. L'entrepreneuriat, ça vous bouffe, ça crée un déséquilibre aussi potentiellement familial. Il faut en avoir conscience. Si vous êtes avec un partenaire, ce partenaire, il n'a pas choisi. Il n'a pas choisi, vous avez rencontré, vous étiez salarié, et du jour au lendemain, vous voulez entreprendre, c'est de grosses conséquences, d'accord ? Et donc, il y a plusieurs manières finalement d'entreprendre. Vous pouvez entreprendre de manière individuelle, c'est-à-dire que vous êtes en couple, vous décidez d'entreprendre sans lui en parler, mais c'est à vos risques et périls. D'accord ? C'est à vos risques et périls. Et l'histoire de j'ai 2 ans de chômage, elle va pouvoir comprendre pendant ces 2 ans. Quand ça va durer plus de 2 ans, vous allez faire comment ? Faut vraiment qu'il y ait une sorte d'entente. Okay. C'est très important de communiquer à vos partenaires, à votre famille, ce que vous êtes en train de faire. Et ça aura de grosses conséquences. On va faire un petit exercice. Je vais vous demander à chacun de réfléchir à un problème que vous avez rencontré ces 3 derniers jours. Quelque chose qui vous a irrité. Vous avez peut-être 1 ou 2 ou 3 problèmes. D'accord ? Je vous donne 2 minutes pour y réfléchir. Ce matin, vous vous êtes levé, il y a un truc qui vous a énervé. Il y a 2-3 jours, vous parlez avec votre copain, il y a un truc qui vous a énervé. Il y a 2-3 jours, vous avez parlé à votre enfant. Il y a quelque chose qui vous a énervé. J'aimerais juste que vous réfléchissiez à 2-3 problèmes de votre quotidien que vous avez rencontrés il y a 2-3 jours. Ok ? Et on va essayer ensemble de faire un petit tour de table. Et on va essayer ensemble d'innover et de créer. D'accord ? Ça va, beau gosse ? Alors, on va essayer de faire un tour de table. Le jeune homme, tu as réfléchi ? Tu as réfléchi ou pas ? Toi, tu es assez grand pour réfléchir. Il y a 2-3 jours, quel a été un problème ? Même avec tes parents, il y a eu un problème. Elle est venue, tu t'es dit, ah maman, tu m'énerves. Non ? Ok. Mademoiselle, en lunettes noires. Est-ce que vous avez un problème, quelque chose que vous avez rencontré qui vous a posé problème il y a 2-3 jours ? Un décès. Ok. Ça a été émotionnel. Et est-ce qu'il y a eu des contraintes administratives, des contraintes que vous avez ressenties qui vous ont pesé vis-à-vis de ce décès ? Non ? Ok. Ok, on va y revenir. Mademoiselle avec des lunettes. Est-ce qu'il y a une contrainte comme ça qui vous vient qu'il y a 2-3 jours que vous avez rencontré ? Quelque chose qui vous a irrité. Allez-y. Tout à l'heure, vous ? Et ils n'ont pas commencé. Ok, ça c'est très intéressant. Et vous, jeune homme ? Moi, c'est... là, j'ai déménagé. Ouais. Dans notre logement. Ouais. Mais je ne sais pas si la personne qui est dans l'ancien logement reçoit mes lettres ou pas. Ah, ok, très intéressant. Alors, la première chose que je tiens à signaler, je ne connais personne ici. On est d'accord, hein ? Est-ce que je connais l'un d'entre vous ? On s'est peut-être rencontrés vite fait au salon, mais je ne vous connais pas personnellement. On est d'accord ? Et ce qu'on va essayer de faire, on a 30 minutes. Là, on a 3 problèmes. Le plus facile à étudier, et j'espère qu'il sera le plus démonstratif, c'est le problème du jeune homme. D'accord ? Donc, vous m'avez dit, vous êtes en train de déménager. Et le problème, c'est que vous n'êtes pas sûr que votre courrier soit bien redirigé, ou c'est ça ? Ou il reçoit peut-être du courrier, mais il ne vous le dit pas, c'est ça ? C'est plutôt... même dans 2 ans, imaginons. Ouais. Je ne sais pas s'il y a un courrier d'association, d'une entreprise qui a toujours mon ancienne adresse, mais qui va toujours là-bas. Ok, je vois tout à fait. Alors c'est une problématique qui est réelle, qui est très, très identifiable et qui pourrait avoir des solutions. Maintenant, ce que je vous demanderai tous, on va réfléchir ensemble. Est-ce que vous voyez une solution à son problème ? Ouais.
Est-ce que... Donc, ouais, et donc comment on fait pour faire sur le courrier? Ouais, donc effectivement, on peut aller à la poste, excusez-moi, et faire suivre le courrier. Après, le problème, c'est que, bon, c'est vrai que la poste le facture. Donc, c'est pas parce que vous créez un business, c'est pas parce que vous avez une idée et que cette idée existe déjà, la solution existe déjà, que votre idée a zéro valeur. Vous pouvez vous lancer dans un business qui existe déjà, d'accord? Ça marche? Ça, c'est une première leçon. Maintenant, on doit justement identifier les concurrents directs ou indirects. Est-ce qu'on pourrait avoir une solution plus simple? Alors, redites-moi. Ouais. Alors, ça serait vraiment moins cher et ça voudrait dire, qu'on compte sur le fait que cette personne ait en quelque sorte des valeurs morales ou des valeurs, des principes et qu'il vous renvoie finalement votre courrier. Ça, c'est ce qu'on dirait, il y a peut-être 20 ans, 30 ans, on serait plus sur ce côté-là. Même quand vous avez déménagé, normalement, vous avez des amis qui vous ont aidé à déménager, n'est-ce pas? Des amis qui vous aident à déménager, maintenant, ça devient de plus en plus rare. De plus en plus rare. La plupart du temps, on va vous dire « Ah, mais tu sais, il y a une application, si tu veux, qui peut t'aider à déménager, etc. » Non, sérieusement. Et donc, effectivement, il y a cette histoire d'amis, ça vous coûte moins cher. Donc, mais maintenant, imaginons, on voudrait peut-être faire concurrence à la Poste. On doit quand même étudier nos concurrents directs, on doit faire une étude de marché. D'accord? Est-ce qu'il y a d'autres concurrents à la Poste? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, est-ce qu'il n'y aurait pas un moyen, peut-être technique, peut-être de créer quelque chose de digital qui pourrait, je ne sais pas, faire le chemin inverse. Au lieu d'attendre qu'un courrier arrive, ou peut-être que dès qu'un courrier arrive, on prend l'information et on envoie un email ou un message au destinataire en lui disant « Écoute, il y a un changement d'adresse qui se fait automatiquement. » Peut-être qu'il y a des choses à faire de ce côté-là. D'accord? La deuxième leçon aussi, vis-à-vis de ce problème, la Poste a un certain monopole. Ça ne sert à rien de vous attaquer à de grosses boîtes. Quand on vient de commencer une entreprise, souvent on se dit « Je vais être le nouveau Apple, je vais être le nouveau Google. » ou je vais être une future banque qui va concurrencer BNP. Il faut voir le problème différemment. C'est, est-ce que je ne peux pas m'associer à BNP? Est-ce que je ne peux pas être une nouvelle, je ne sais pas, un nouveau partenaire? Pensez à ça. Au lieu de vous chercher la confrontation, cherchez le partenariat. Là, la Poste, effectivement, ils peuvent rediriger votre courrier. Ce que vous pouvez proposer, c'est un service digital que vous allez vendre à la Poste. Ça peut paraître très bizarre. La première idée, le client de base, on se dit, bon, ben, le client de base, ça va être celui qui déménage. Ça, c'est l'idée simple. Quand on commence à réfléchir, on se rend compte qu'on a un gros concurrent direct. Ça va être vraiment difficile de faire bouger la Poste. Ça va être vraiment très compliqué. Et donc, ce qu'on peut se dire, on peut être un partenaire de la Poste. Et donc, notre client, ça va plus être la personne qui déménage, ça va être la Poste. Et on va dire à la Poste, on a un service peut-être informatique. Chaque fois que vous faites une redirection de courrier, on va stocker l'adresse de celui qui envoie et on va lui envoyer automatiquement un email ou une lettre pour lui dire que, attention, votre client, il a changé d'adresse, maintenant il habite à tel endroit, si vous voulez le contacter, etc., etc. Donc là, en fait, ce que j'essaie de vous dire à travers cet exemple, c'est qu'on peut avoir une idée, tous dans cette salle, on peut avoir la même idée. Mais ce qui va faire la grosse différence, c'est l'exécution de cette même idée, d'accord? On va l'exécuter de manière très différente. Et donc ça ne sert à rien de glorifier l'idée. Ça, c'est aussi une autre leçon que je dis souvent aux Français. Quand ils viennent se faire former, la plupart du temps, ils ont tous l'idée que leur idée est géniale, que c'est la meilleure du monde. Ils ne veulent pas la partager. Parce que, ah non, on va me la voler, elle vaut 1 million. Elle vaut 1 million dans ta tête. Plus une idée reste dans votre tête, plus elle meurt. Et tous mes futurs clients, la plupart du temps, je fais un test assez simple. Je leur dis, quand ils me racontent leur idée, je leur dis, bah, écoutez, c'est intéressant, mais je pense que votre idée, c'est de la merde. Et là, je vois comment ils réagissent. Et là, il y a beaucoup d'ego qui entrent. Et si je vois qu'ils n'arrivent pas à dépasser l'ego, ça fait rien. Ben, on n'est plus... Enfin, je vais les trouver à quelqu'un d'autre qui va l'accompagner.
Mais une fois qu'il a compris que l'idée, c'est de la merde, on peut travailler sur la manière d'exécuter cette idée. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, on est parti d'une simple idée, une problématique qu'il a rencontrée il y a quelques jours. On est parti sur une idée qui semblait être du B2C, business to customer. Finalement, ça devient du B2B. Du B2B en France. On a un gros acteur local qui a un certain monopole, La Poste. Mais si on va aux États-Unis, là, on va peut-être s'attaquer à différents acteurs, d'accord? Et on peut leur vendre ce service, ça peut être une API informatique qu'on pourra leur vendre. Et là, on passe à un système qu'on appelle SaaS. C'est un service qu'on va rendre, finalement, à une autre compagnie. Et ça, c'est un business qu'on aime bien. Alors là, maintenant, on va passer à une nouvelle phase. C'est la phase du financement et de la scalabilité. C'est-à-dire que comment on fait pour attirer les financeurs, d'accord? Alors, pour attirer les financeurs, vous devez montrer que votre business est scalable. Alors, qu'est-ce que ça veut dire scalable? Vous avez une idée? Scalable? Ouais, ça veut dire que finalement, ok, sur ce marché, aujourd'hui, j'ai 1 million de personnes sur le marché, mais demain, je peux en attaquer ce 1 million, ça va devenir 2, 3 ou 5 millions, d'accord? C'est très important. Imaginons un truc simple. Vous vendez des chaussures, je sais pas, pour les gens, des sandales spécialisées pour les gens qui ont un problème d'orteil. Ils n'ont pas d'orteil, ils n'ont pas de gros orteils, par exemple. Ça peut paraître très bizarre. Mais vous avez un oncle, il n'a pas de gros orteils, ou il s'est fait amputer le gros orteil, il n'arrive pas à mettre de sandales. Vous créez des sandales pour ces gens. Vous avez vu qu'il y a un marché. Vous avez vu qu'il y a peut-être chaque année des amputations du gros orteil. Il y en a peut-être, je sais pas, une centaine chaque année. Et aujourd'hui, il y en a peut-être 5000 en France. Vous allez voir la banque. Vous avez beau leur montrer qu'il y a du profit. Vous avez beau leur montrer que vous avez réussi à attaquer peut-être 50% du marché en allant voir les hôpitaux, etc. Ils ne vont pas vous passer d'argent parce que ce n'est pas scalable. En fait, c'est une niche. La niche, elle est toute petite et le panier moyen, il est tout petit. D'accord? On ne va pas vous acheter 100 000 sandales. D'accord? La personne, elle va vous acheter 1 ou 2 sandales. D'accord? Et ils ne sont pas beaucoup. Donc, il n'y a pas beaucoup d'argent à espérer. Alors, la banque va très rarement vous suivre. Et ceux qui vont surtout moins vous suivre, c'est ce qu'on appelle les capital ventures. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'une capital venture? Alors, on a la banque, c'est un partenaire financier classique. Il faut savoir qu'en France, on a aussi tout ce qui est subvention. On a ce qu'on appelle aussi la BPI. Okay? Donc ça, ce sont des partenaires financiers. Ils peuvent vous prêter de l'argent ou ils peuvent aussi investir dans votre boîte. D'accord? D'accord? Donc ils peuvent vous faire des prêts à des taux avantageux. De l'autre côté, vous avez ces capital ventures. Ce sont des gens, ils ont beaucoup d'argent et ils sont prêts à en perdre. Mais ils veulent miser gros. Si vous venez avec un business, avec une toute petite ambition, ils ne vont pas vous suivre. Alors moi je suis camerounais, je viens d'une ethnie de l'Ouest, on est des commerçants, mais ce qu'on m'a appris, on m'a appris à économiser. On m'a appris à faire des choses réalistiques, c'est-à-dire si je dois rêver, je rêve en fonction de mes moyens. Il y a une expression qui dit « ne mets pas ton chapeau là où tu ne peux pas le décrocher ». Et donc, à chaque fois, tous mes business, je me dis « ouais, je peux le faire ». Et je peux le faire sans besoin de financement extérieur. Quand vous allez voir ce type d'investisseurs, eux, ils veulent du rêve. Ils sont prêts à perdre de l'argent. Mais ils veulent, entre guillemets, du rêve. Si vous n'êtes pas capable de leur montrer que vous pouvez faire 200% ou 500% en 3 ans, c'est même pas la peine, ça ne les intéresse pas. Ils veulent du x10 en moins de 5 ans. D'accord? Donc quand vous venez avec, oui, je fais du 200% en 5 ans, ça les intéresse pas. Quand ils mettent 1, ils veulent récupérer 100. Au moins. D'accord? Au moins. Et ils sont prêts à perdre de l'argent. Mais si vous avez zéro ambition, ça ne les intéresse pas. D'accord? Donc là, on a vu un premier business. Je suis allé très rapidement. L'exercice, c'était de vous montrer que finalement, des idées, vous en avez. Vous avez des idées. Chaque problème, chaque chose qui vous irrite, un truc qui vous a tracassé, madame, elle a eu un décès. Je ne suis pas allé à fond, je n'ai pas voulu questionner un peu plus. Parce que sinon, on va rentrer dans un cadre un peu émotionnel. Mais quand vous avez un décès, il y a différentes problématiques. Je ne peux pas me rendre, finalement, je n'ai pas les moyens ou les financements de me rendre au décès de cette personne.
Ça, c'est une problématique. Moi, ce que je pourrais proposer à cette dame, c'est que, finalement, vous payez une assurance. Il y a des assurances rapatriement. Assurance rapatriement, c'est je décède, je veux être enterré ailleurs, je ne sais pas si j'aurai les moyens, je donne 100 € par mois. Quand je décède, on prend mon corps, on l'envoie là où je veux être enterré. On pourrait imaginer une assurance assez similaire, où cette fois-ci, eh ben, vous n'avez peut-être pas les moyens, mais vous donnez 2 € par mois. Vous sentez qu'un de vos parents ne se sent peut-être pas bien, et ça vous permet de financer votre voyage, et peut-être votre séjour. C'est un produit financier, je vous le dis comme ça, hein, je ne pense pas qu'il existe encore, mais pourquoi pas, qui pourrait avoir de la valeur. Et ça se pitch assez facilement parce que c'est des situations qu'on connaît, qu'on a rencontrées potentiellement. D'accord ? Après, il faut montrer aux potentiels partenaires que c'est viable. D'accord ? Moi, je suis dans la finance. Il faudrait montrer à un gros partenaire assureur, hein, les gros assureurs sur la place française, vous avez AXA par exemple, il faudrait leur montrer l'utilité, le marché. Il faut faire une étude de marché. Ça vous prend peut-être 10 jours, vous vous concentrez. Vous allez, en Ile-de-France, il y a la Bibliothèque nationale de France. À Pôle emploi, vous avez accès à des bases de données. Vous faites une étude de marché. Vous montrez que derrière ce produit financier, il y a du potentiel. Et là, ben, peut-être qu'on va financer votre projet. Mais il y a une chose que je dois signaler, que je n'ai pas signalé, en ce qui concerne le financement, c'est quand vous créez une boîte, la plupart des gens se disent « c'est ma boîte ». Le pronom possessif « ma boîte ». Quand vous commencez à dire ça, vous commencez à perdre déjà. Normalement, ça doit être la boîte de vos clients. Quand vous avez compris ça, vous avez tout compris. Les histoires de « c'est ma boîte, c'est moi le... » laissez ça. Concentrez-vous sur le client et là, vous allez être successful. Et donc, il est possible à un moment que vous ayez besoin de financement. Pensez aussi à l'actionnariat. Vous avez besoin de financement, vous avez besoin de créer une équipe, vous n'avez pas toutes les compétences. Donnez des parts de votre compagnie à des gens qui croient en votre projet. D'accord ? Et le problème des fois, c'est des gens qui vont vous dire « Ah oui, moi je suis capable de t'aider sur X, Y. » Mais vous n'êtes pas capable d'évaluer sa compétence. Ça devient compliqué là. Et bien vous pouvez lui donner ce qu'on appelle des bonds un peu spéciaux. Des bonds, c'est des obligations où vous allez par exemple lui proposer, si tu es capable de finir mon site web en 1 an, ben, je te donne 10% de la boîte. Chaque mois de retard, j'enlève 1%. Voilà, c'est une manière finalement de financer votre site web potentiellement. D'accord ? Donc ça, c'est sur l'entrepreneuriat. Je me suis permis d'écrire deux livres. Il y en a un, c'est 28 conseils pour entreprendre. L'idée, c'est de vous permettre d'avoir... c'est les 28 conseils que j'aurais aimé recevoir avant de commencer. Ça va du porteur de projet au patron de PME, d'accord ? Et on a un dernier, c'est les vraies clés d'entrepreneuriat. Là, on l'utilise en formation. Je l'utilise quand j'ai fait des interventions. Et l'idée, c'est que on vous scanne aussi. Est-ce que moi, je suis un entrepreneur ? Est-ce que je ne vais pas dans l'entrepreneuriat pour les mauvaises raisons ? Et ça, c'est très important. Vous ne laissez pas avoir par la hype de l'entrepreneuriat, d'accord ? Est-ce que vous avez des questions sur l'entrepreneuriat encore, rapidement ? Parce que là, j'ai mon défi de 30 minutes, là, j'ai dépassé, je crois. J'ai dépassé ? Ah ouais, non. Ok. Est-ce que vous avez des questions, peut-être une ou deux ? Non ? Allez, vas-y. Au bout de combien d'années on espère pouvoir vivre pleinement de nouvelles activités de l'entrepreneuriat ? Alors ça, c'est très très compliqué. Alors, il y a plusieurs moyens de répondre à cette question. Moi, ça fait 7 ans que j'ai quitté le salariat. Mais, en fait, je suis assez... Je sais pas que je suis stratège. C'est que mon métier de base, c'est de calculer les risques. Ma plus grande richesse, c'est mon cerveau. Et finalement, ce que je vends, c'est un peu de mon temps et de mes compétences. Et donc, des fois, ça m'arrive d'être consultant, de venir, on me prend pour 2-3 semaines, 2 mois, je viens, je fais mon job, on me paye plutôt bien à la journée, d'accord ? Sinon, oui, j'ai beaucoup de clients. J'essaie de gérer mes clients quand je les accompagne, etc. Aujourd'hui, oui, je peux vous dire que ça fait 7 ans que je vis de l'entrepreneuriat, mais il y a une stratégie derrière. J'ai gagné en compétences, j'ai tout fait pour avoir ce matelas de sécurité, d'accord ? De l'autre côté,
ce qu'on vous montre à la télé la plupart du temps, c'est des gens qui ont levé des fonds. Quand vous levez des fonds, votre boîte ne vous appartient plus totalement. Et effectivement, vous pouvez être le patron d'une société tout en étant l'employé de vos actionnaires. Alors, je ne sais pas si c'est clair ce que j'essaie de dire, mais finalement, votre boîte va appartenir à des actionnaires et le board va vous demander des comptes et vous ordonner finalement d'être beaucoup plus performant. Et ça, il faut l'accepter. Dès que vous donnez des parts de votre compagnie, dès que vous perdez la majorité, vous n'êtes plus le maître à bord, d'accord? Et ça, il faut l'accepter. Et donc, vous pouvez avoir un salaire, mais vous ne serez plus totalement le chef, d'accord? J'espère que j'ai répondu à ta question. Alors, sur l'entrepreneuriat, n'hésitez pas à me voir à mon stand, hein. Les 2 ouvrages sont disponibles. On accompagne aussi les entrepreneurs si vous avez besoin de questions, de conseils. N'hésitez pas à me laisser votre adresse mail ou passer au stand.